Ah oui, il y a du sang qui tombe, glou glou glou. Non, je voudrais pas du sang dedans. C'est glou 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 glou. Et après, une fois que j'ai stocké mon sang, qui s'est écoulé avec l'hémorragie, alors je commence donc à faire ma peinture. Mais en plus, c'est très bien, regardez. D'accord? Elle est seule aussi, à côté du siège. Donc, c'est pas la victime, j'insiste bien, qui a fait ça, elle est tombée direct. Donc, l'individu a dû stocker ce sang. Alors, c'est vrai que dans la position que l'on voit, il y a probablement du sang qui coule. Vous imaginez que la personne a dû donc, rapidement quand même, voilà, au moment où la personne perdait du sang, il fallait le récolter. Ou alors a-t-elle un mécanisme de pompe? Je sais pas, une aspiration de type seringue ou quelque chose. Donc, vous voyez, elle prend ça, pouf, la même, pouf. C'est possible. C'est tout à fait possible également. C'est un peu plus pratique à mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est que donc la reconstitution, c'est quoi? La personne a pu être en train de manger ou être attablée, mais c'est pas sûr. On a peut-être voulu faire croire justement qu'elle était attablée et que donc pris dans son... Il y a eu lutte. Hein. En fait, ce scénario nous montre qu'il y a eu lutte, agonie, et que ça ressemble à quelque chose d'assez violent et sanglant. Donc on nous témoigne d'une scène assez sauvage, assez brutale, assez... En réalité, c'est un coup fatal qui a mis la personne à terre, et ensuite tout est pour faire croire que c'est violent, que c'est sanglant. C'est une femme ou un homme qui fait ça? Moi, je dirais... On peut savoir pour nous. Ouais, c'est difficile de savoir. Hein. C'est difficile, on ne fait pas, mais hein, c'est capable, hein, une femme qui arrête de faire ça. Hein. Ah bah oui, hein. Moi, je vais vous dire, stocker du sang pour le réutiliser, c'est typiquement féminin. Voilà, pourquoi? Parce que, allez, petit résumé de ce à quoi on doit s'attendre généralement avec les femmes et avec les hommes en typologie criminelle. L'homme aime exprimer sa toute-puissance. Depuis longtemps, malheureusement. Depuis Néron, depuis César, depuis Hitler, depuis tout ce qu'on veut. Bon. Et donc, c'est force, puissance, violence, affrontement physique. Il faut imaginer l'homme préhistorique avec sa massue, là, et puis il frappe, il tape, voilà. Et donc, tout ce qui extériorise, en fait, cette force et cette puissance est typiquement viril, typiquement masculin. La femme, elle est quoi? Eh bien, elle est justement dans tout le contraire, la plupart du temps. C'est-à-dire, soit c'est quelque chose en lien avec l'empoisonnement, c'est discret, c'est secret, c'est souterrain, c'est en coulisses, c'est... Okay. Ou alors, c'est une attaque éclair, justement, pour que ça aille vite, parce qu'elle sait globalement que face à son homme, face à la victime plus forte physiquement qu'elle, il vaut mieux que ça traîne pas trop. Parce que s'il arrive à résister, ben, je risque de perdre la partie physique en tout cas. Donc il faut que ce soit un coup fatal. Rapide, simple, efficace. Mais on sait pas. C'est pour ça qu'il y a parfois des femmes qui attendent gentiment que leur mari soit mort et qu'elles prennent une hache, plaf, dans le cou et c'est fini. Ou dans la tête, hein, plaf, et c'est fini. Ou alors, le fameux cyanure. Viens mon chéri, je viens te préparer un petit souper avec un steak bleu. Et bien alors elle mange, et puis après... Ok. Donc, attaque éclair, empoisonnement ou stratégie de manipulation d'un tiers. C'est-à-dire que la femme, elle est capable, très souvent, d'utiliser un amant, un homme, un frère, un proche en tout cas, ou qu'elle veut proche pour elle, pour faire le sabot, pour exécuter effectivement cette histoire-là. Alors elle manipule psychologiquement, parce qu'elle est très forte à cela, la femme. Hein. N'oublions jamais que la femme est très forte dans les violences verbales, dans les violences psychologiques, dans les harcèlements aussi, divers et variés. N'oublions pas Maria Carré en matière hollywoodienne, actuellement poursuivie pour harcèlement sexuel. Et donc n'oublions pas aussi qu'il y a des femmes qui donc provoquent par exemple les hommes pour en arriver à des situations d'agression physique hein, en réponse. Et laquelle agression physique sera évidemment constatée par la justice, alors que les violences verbales ou psychologiques qui l'auront précédée seront en tout cas fort sous-estimées, hein, en tout cas mis un petit peu en veilleuse. Donc il y a aussi ce petit jeu-là que la femme est tout à fait capable de faire. Non, je dis simplement que c'est partie des hypothèses et que la femme, en tout cas, est plus douée à ce petit jeu-là que l'homme. L'homme n'est pas vraiment doué à manipuler la femme
pour l'amener à commettre un crime. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas dans sa C'est pas, voilà, c'est pas vraiment comme ça. C'est l'homme qui dit ouais, moi, je vais te tuer. Tu m'as fait chier, fais gaffe. Et là, on arrive vraiment avec la version arme d'assaut, le tank, le tractopelle, le revolver, le poignard au corps à corps, la version Rambo, quoi. Mais là, c'est là aussi, pourrait être aussi autre chose de compétent. Ça veut dire un mobile, ça va déterminer un Ça, on verra après. De nouveau, c'est le pourquoi. Mais qu'est-ce qui distingue encore l'homme de la femme? Donc, je viens de le dire, là, c'est le poignard. Dans l'arme utilisée, l'homme aime bien être au corps à corps ou cibler sa victime. Donc, c'est vrai que c'est plutôt tout ce qui est un phallus extériorisé. La femme, c'est plutôt psychologique. La femme, c'est psychologique, heureusement, c'est des moyens en tout cas plus insidieux. Voilà, le mot-clé, c'est insidieux. Voilà. En termes de crimes collectifs, l'homme est tout à fait capable de s'associer avec des malfaiteurs, évidemment, violents réunions, association dans une entreprise terroriste, crime organisé, grand banditisme, évidemment. Mais la femme, elle raisonne plutôt soit en termes logistiques, si on va la retrouver dans le groupe dans des fonctions de soutien opérationnel, mais rarement en première ligne, même si ça a pu évoluer ces derniers temps, notamment en matière de terrorisme. Mais c'est quand même plutôt rare. C'est plutôt celle qui justement utilise sa psychologie pour le recrutement, utilise sa psychologie donc, pour soutenir, donc, ou motiver voyez, les troupes pour voilà, réconcilier ou aller au combat. Il y a vraiment cette idée aussi de logistique et je rappelle, de soutien opérationnel. Mais on peut la retrouver en couple, c'est-à-dire on peut la retrouver avec un duo, un binôme détonnant comme quoi? Qui est le plus grand duo criminel de tous les temps, le couple criminel? On a fournirait là, dernièrement. Et oui, depuis le temps, on a donc parfois des personnes comme ça qui font des tueurs-nés, hein, qui sont des couples comme ça en cavale, qui en viennent à tuer un peu tout et n'importe quoi. Il y a un très bon épisode aussi d'Esprit criminel qui met en scène ce couple-là qui s'était marié et puis qui à un moment donné font vraiment les 5 coups ensemble, en tuant n'importe qui, leur passage, ils ont le fun, l'excitation donc, en le faisant. Tout ça, c'est effectivement ce qu'une femme est capable de faire. Ok. Et puis, une dernière chose en termes de... On dit souvent que si... Enfin, on dit que si on arrête essentiellement des hommes criminels, c'est-à-dire dans les prisons françaises, vous avez plus de 80% de criminels, d'agresseurs qui sont des hommes. On pourrait dire que le crime est essentiellement masculin, au bout du compte. On dit qu'il y a quand même un chiffre noir. C'est-à-dire qu'on dit que la femme est suffisamment psychologique, insidieuse, agissant indirectement, faisant donc les choses de manière plus stratégique, plus tactique, etc., ou plus intelligente, pratique de ce point de vue-là, qu'il y a donc un chiffre noir, un taux donc, de crime que la femme commet qu'on ne connaît pas. À ne pas sous-estimer. Ça ne veut pas dire peut-être que le nombre de crimes commis par les femmes inverserait la tendance majeure, la majorité des crimes commis par les hommes, mais on doit imaginer que sur une tendance par exemple de 80% d'hommes, 20% de femmes, ou d'extraterrestres, qui sait, il y a donc 30% peut-être, imaginons, de femmes. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être trouver du 80%, 50%, un truc comme ça, vous voyez, dans cette cas de figure. Donc à ne pas sous-estimer en tout cas, parce qu'elle sait cacher son jeu. Par exemple, des femmes et des mères pédophiles, il y en a. Par exemple, des femmes et des mères manipulatrices dans un couple, j'ai vécu. Par exemple, une femme et des femmes terroristes, il y en a. Des kamikazes, voilà. Pensez même que du temps du piège avec Mohamed Merah, il y en avait une qui était là. Bon. Imaginons aussi qu'on trouve des femmes dans les couples, on l'a dit. Il y a aussi des femmes délinquantes financières. Pensez au fameux film de Michael Douglas qui s'appelait... c'est pas Tentation, c'était quoi? C'était Demi Moore, vous savez, qui... Harcèlement, je crois que c'était ça. Ça remonte un peu, mais qui mettait en scène cette femme qui, pour des raisons de pouvoir, voulait démolir un de ses collègues de travail en l'attirant dans ses jupes. Et au bout du compte, donc, elle l'a vraiment démoli professionnellement. Et il a fallu qu'il prouve que cette fille était absolument horrible pour ça. Donc la femme, vraiment à ne pas sous-estimer quand elle a décidé... Bon. Et puis, il est bien connu aussi que la femme, lorsqu'elle a en vue un homme, et qu'il y a plusieurs prétendantes, ça devient chaud pour les autres concurrentes.
C'est-à-dire que la rivalité se fait de manière beaucoup plus aride dans ces cas-là. Des choses comme ça. Bon, dit-on souvent aussi, pour dépeindre simplement une tendance, vous voyez, une tonalité dont on ne parle pas toujours, ou autant que peut-être que le harcèlement des hommes, par exemple, au plan sexuel, qui est, quand on vit dans un monde professionnel avec des femmes, il y a beaucoup plus de tiraillement entre les femmes. Voilà, alors que souvent on dit que l'homme et la femme, dans un monde de travail, globalement, ça se passe mieux qu'entre femmes uniquement. Des choses de genre. Et donc il y a toujours, en tout cas, une dimension psychologique qui peut tourner un peu vinaigre avec la femme, plus ou moins. Et je citerai enfin la fameuse affaire Regnault, sur laquelle j'étais intervenu en tant qu'expert judiciaire, relayée par les médias il n'y a pas si longtemps. Dans la Meuse, vous avez une femme qui va non seulement tuer elle-même ou faire tuer par un de ses fils qu'elle a manipulé son mari, et qui ensuite va le mutiler en petits morceaux hachés pour le distribuer donc tout autour de Rancourt, ce village de campagne de la Meuse, en faisant croire que c'était le dépeceur de monstres au passage. Et donc tout ça, c'est aussi une femme qui l'a fait, c'est une femme qui l'a pensé, une femme qui l'a manipulé, c'est une femme quand même qui avait plus de 60-65 ans de mémoire à l'époque. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui avait un certain âge et qui pouvait donc utiliser son ascendant ou sa maturité à cette fin, le cas échéant. Donc les femmes criminelles, ne pas sous-estimer loin de là. Les éléments directionnels, deuxièmement. Éléments qui montrent où quelque chose est allé et d'où il vient. Éléments qui montrent où quelque chose est allé, c'est la direction, ça va vers quelque part, et d'où il vient, d'où ça vient. Alors, vous voyez la petite photo en bas, trace de pas. Cela montre, globalement, a priori, le déplacement de gauche vers la droite, sur ce petit chemin. On est bien d'accord? Sauf que, grand principe, le tout et son contraire, est-ce que le contraire est possible? Que ça a pu avoir lieu de droite à gauche. Bien sûr. Ben oui. Puisque la scène détermine la clé. Ici, vous n'avez effectivement que des traces de pas avec des talons et la bande. On peut imaginer, la première idée qui vient à l'esprit, évidemment, c'est quelqu'un qui marche. Mais rien n'a de faire ça. Hein. Rien. Oui. Par contre, dans le détail des traces de pas, c'est-à-dire la manière de voilà, mouler ces traces et de voir ces caractéristiques plus précises, eh bien on verra qu'évidemment quand on avance, on met d'abord le talon et ensuite la partie du devant du pied. Alors que si on fait l'inverse, on met d'abord bien entendu le devant du pied, puis ensuite le talon. Voilà. Donc on verra quand même le sens au bout du compte. Hein. Mais si vous en restez aux apparences comme tout à l'heure, vous risquez de vous faire avoir encore une fois. Les traces de sang, c'est-à-dire que si on a par exemple une giclure, là, je coupe ma carotide, quick, ça fait quack. Vous avez bien le quick et le quack. Et donc là, il y a le sens. Le sens, c'est ça a démarré de là et c'est ensuite allé là, avec plus ou moins de giclure et de postillonnage comme ça sur le mur imaginant. Donc, bah oui, c'est arrivé là, mais ça a démarré là. Et le sens, c'est comme ça, de gauche à droite. Projection d'une balle, ça part du canon et bien sûr ça arrive à un endroit donné. Il faut donc bien reconstituer ça. C'est les experts Las Vegas qui l'ont très très bien montré dans certains épisodes. Il y en a un en particulier dont je me souviens, où le fameux sergent Grasse, c'est ça, Grasse, je sais pas comment il s'appelle, ils étaient pris dans une course-poursuite. C'est d'ailleurs un épisode en 2 parties, un grand épisode, où il y a donc des gangs qui se tiraient dessus, et puis ils ont dû faire la reconstitution des éléments directionnels de chaque tir, du démarrage de la course-poursuite à la fin de la course-poursuite. Vous imaginez le boulot, quoi. Et à l'occasion de cela, il y a un policier qui va décéder en fin de course de ce scénario. Et c'est donc le sergent Grasse donc, qui va être en fait celui qui a tiré cette balle-là après la reconstitution. Mais la reconstitution, elle fait que voilà que vous avez des petits lasers qu'on voit là, ou parfois des tiges quand on n'a pas de laser, et on voit d'où c'est parti, d'où c'est allé en gros, et donc on met tout en scène tel que c'était passé, et on voit bien effectivement où est partie la balle,
de l'agent qui est décédé dans cette affaire-là. Donc évidemment, la seule personne qui était là à ce moment-là, c'était le sergent. Donc, évidemment que les éléments directionnels permettent de reconstituer tout, y compris d'identifier l'auteur des faits, le cas échéant. Et puis les blessures corporelles, par exemple, aussi, c'est-à-dire le déplacement des coups. Si vous avez, par exemple, un coup porté là, puis là, puis là, puis là, on sent bien effectivement, ou alors la personne a été égorgée, comme Jacques Léventreur, de droite à gauche, des choses du genre. En quick, on voit bien effectivement le sens directionnel de la coupure qui peut être rétabli parce que c'est plus large au début et c'est plus effilé à la fin. Des histoires comme ça. Donc oui, tous ces éléments directionnels permettent de dire, bah, ça a commencé là, ça finit là, et c'est bien donc une étape dans la chronologie de ce qui se passe. Il y a un point A, un point B, et donc effectivement 2 temps de mouvement dans la chronologie. Alors c'est parti pour une nouvelle scène de crime. Lara, qu'est-ce que vous devez dire? Je suis en train de recevoir. Ah, vous n'avez pas effectivement. Ah bah oui, ah bah oui. Alors je le renvoie avec joie. Vite fait, bien fait. Alors, rappelez-moi votre adresse mail. TSI. TSI. Guy Jonas. Attendez, c'est pas mis au bon endroit. Pourquoi je ne sais pas. Oui, TSI, oui. Guy Jonas. G-U-Y. J-O-N-S. Donc tout ça attaché. Oui. Si Guy Jonas. Oui. Arrobase. Oui. Gmail.com. Très bien. Et quelqu'un d'autre qui veut le document? Voilà, c'est envoyé, très cher. Alors maintenant. Deuxième scène des crimes. Donc, que voyez-vous? Donc un homme qui est en train de tirer ok. Là, je vous laisse 2 minutes encore, mais là, vous devriez maintenant avoir de bons réflexes en voyant ça. J'écoute. Oula. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, hein? Ouais. Quelqu'un qui tire sur un mur, on voit la trajectoire des balles sur les murs, mais on voit quand même un corps à terre. Est-ce que ce sont les balles qui ont tué l'individu? Oui ou non, et pourquoi? Il y a du sang sur les balles des deux côtés. C'est vrai. Là, vous en voyez. On a du sang, oui. Sur la première balle. Regardez les traces de sang. Regardez les traces de sang tout simplement. Il y a des traces de sang à côté de l'individu et à côté du membre de l'individu, au-delà de la main. On ne les voit pas très bien. Un bras et main. On a du sang exactement à côté. Mais. Qu'est-ce qui est incohérent? Ce qui est incohérent, c'est la position du corps, peut-être. Je pense. Non. Les sièges. Encore, on est un peu dans le même esprit de la scène d'avant. Oui. C'est pour ça que je vous attendais de Pour venir plus moi, ferme. on s'est maquillé une autre fois. Les criminels les tirer au mur pour faire quoi? Qu'est-ce qui est le plus incohérent dans ce que vous voyez? Il est en train de maquiller. Le sang. Et quoi en particulier dans le sang? Mais parce que les traces de sang ne correspondent pas à la vision. La couleur du sang. Oui, il y a une grosse trace de sang sur le mur. Or, nous savons que, je vous l'ai dit, les traces de flaques, les traces de sang en flaques, supposent un individu immobile qui perd son sang à la suite du blé et un écoulement correspondant aux 2 premiers éléments. C'est clair ça. Donc, est-ce qu'une personne qui est au sol, qui est immobile et qui perd son sang, comme d'ailleurs la flaque
relativement cohérent de prime abord avec celle qui est au sol, peut faire des traces en flaque sur un mur. Ça n'a pas de sens. Donc de nouveau, c'est un maquillage. Voilà. Ça va? Et les éléments directionnels, c'est de dire après, bah voilà, mais si finalement donc, le sang est tiré, donc c'est faux, donc c'est donc forcément pas ce qui s'est passé, on veut nous faire croire que bah, il y a eu des tirs. D'ailleurs, quand on fait l'aspect directionnel de ces tirs, ensuite, dans un deuxième temps, on s'aperçoit que la personne était en hauteur, était plus haute qu'eux, et qu'elle a tiré tellement haut que cela n'a pas pu atteindre, en réalité, l'auteur. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Les éléments directionnels nous amènent aussi à ça. Troisièmement, les éléments de localisation et de positionnement. Oui, où était l'individu au moment où il a été blessé, où il a blessé. Éléments qui montrent où quelque chose est arrivé, où quelque chose était, et sa première interprétation au vu des autres éléments localisés. Hein, c'est-à-dire comment peut-on le mettre en relation avec les évidences de fait. On voit un homme qui est en train de tirer, pas une femme. C'est ça. Des femmes. C'est ça. Et donc dans cette localisation, vous avez le petit schéma en bas, on voit très très bien, vous voyez que par exemple tous les tracés indices qu'on a pu localiser, bah, je sais pas, par exemple un mégot de cigarette, ce serait un petit rond, un petit carré, ce serait un carré de chocolat, puis l'autre petit rond, ce serait le téléphone portable de la victime. En tout cas, on a réussi à localiser, en fonction donc, de ce qui était déjà visible, mais qu'on peut par des tracés indices remettre en positionnement, où tout était. C'est ça, il faut qu'on puisse savoir où tout était dans les éléments de localisation, de positionnement. Par exemple, une seule empreinte digitale dans le véhicule implique la présence d'un individu dans le véhicule. En tout cas, c'est la première hypothèse de travail. On peut avoir des empreintes digitales fabriquées, mais c'est quand même très rare. Donc la première hypothèse, c'est, bah, je retrouve une empreinte digitale, c'est donc que quelqu'un a laissé son pouce, imaginons, sur le volant de la voiture, et donc ça prouve que l'individu était présent dans la voiture. Grâce à cet élément d'identification, donc il était dans la voiture, on peut le positionner, le localiser dans la voiture grâce à cette trace. Mais si l'empreinte digitale est sur la vitre, un tiers a pu baisser, parler au passager, la vitre baissée. Ah, il y a ça aussi. Et si l'empreinte digitale est sur la vitre, un tiers a pu baisser, donc la vitre, effectivement, parler au passager, la vitre baissée. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire qu'on doit avoir dans ce cas le fait que si la voiture était fermée, bah, logiquement je devrais avoir que les empreintes digitales à l'extérieur. Mais si par exemple j'ai les empreintes digitales à l'intérieur et à l'extérieur, eh bien on doit avoir le fait que la main a prise la fenêtre, la vitre de la fenêtre, et donc elle ne pouvait être ouverte, au moins en partie, pour pouvoir prendre cette vitre sur le haut. Vous me suivez? Donc on a les deux. Donc on a les deux. On s'est fatigué, bien. Non, non, mais non, il n'aime pas nous harceler depuis tout à l'heure, donc on va éteindre tout. On a le téléphone de Ah oui. on a vu le vrai, c'est vrai que... Troisièmement, des cigarettes chaudes